Et si nos plus grandes prouesses technologiques du XXe siècle n'étaient pas le fruit de nos laboratoires, mais plutôt des vestiges récupérés sur un site de crash en plein désert en 1947? C'est cette hypothèse, ce mythe tenace que nous allons explorer ce soir. L'idée que notre monde moderne reposerait sur les débris d'un autre monde. Cette phrase, elle est au cœur de toute cette théorie. Elle vient du livre Le jour après Roswell du colonel Philip J. Corso. Dans ce livre, Corso affirme avoir dirigé un programme secret du gouvernement pour faire de l'ingénierie inversée sur une technologie extraterrestre. C'est notre point de départ. Si on suit son récit, Corso travaillait au Pentagone, au Bureau des technologies étrangères. Sa mission, disait-il, était de gérer un cabinet de curiosités rempli d'artefacts du crash de Roswell. Son rôle était de distiller ces technologies en secret dans l'industrie américaine pour, en quelque sorte, forcer un bond en avant. Alors commençons par la pièce maîtresse, la revendication la plus importante, le circuit intégré. C'est la pierre angulaire de toute notre électronique, et selon la théorie, sa conception nous aurait été offerte. C'est une question tout à fait pertinente, on comprend pourquoi on se la pose. Le passage de ces énormes tubes à vide à des puces quasi invisibles, c'est vrai que ça ressemble à un saut quantique. L'idée que quelqu'un ou quelque chose nous ait donné un coup de pouce, c'est une explication tentante, c'est certain. Mais pour vraiment comprendre ce qui s'est passé, il faut se plonger dans les archives. Voilà où tout se joue. D'un côté, le récit d'une semence technologique venue d'ailleurs. Et de l'autre, les archives nous racontent une histoire très différente, une histoire très humaine, celle d'ingénieurs qui faisaient face à un problème bien réel, le problème qu'ils appelaient la tyrannie des nombres. Comment connecter des millions de transistors sans se retrouver avec un enchevêtrement de câbles impossible à gérer? Et la solution, elle est arrivée là où personne ne l'attendait. Imaginez la scène, été 1958. Les labos de Texas Instruments sont complètement vides. C'est les vacances. Tout le monde est parti. Sauf un nouvel ingénieur qui n'avait pas encore le droit à des congés. Alors il est là, tout seul, dans le silence de ce grand laboratoire. Et c'est là qu'il a l'idée. Une idée folle. Et si tous les composants, les résistances, les condensateurs, les transistors, si tout ça pouvait être fabriqué à partir d'une seule et même matière? Tout pourrait alors être intégré sur un unique bloc. Cet ingénieur, c'était Jack Kilby. Passons à autre chose. La deuxième grande technologie que Corso dit avoir disséminée, c'est celle qui tisse notre monde aujourd'hui, littéralement, la fibre optique. L'idée d'envoyer de l'information sur un rayon de lumière, il y a quelque chose de presque magique là-dedans. C'est donc normal de se demander d'où vient un concept aussi poétique et aussi puissant. Mais en réalité, l'histoire de cette technologie est bien plus ancienne, bien plus progressive qu'un simple cadeau tombé du ciel. Ce qui est fascinant, c'est que les origines de la fibre optique remontent à plus de 100 ans avant Roswell. Le principe de base, on l'a démontré en 1840, quand un physicien a réussi à guider la lumière dans un simple jet d'eau. Ensuite, il y a eu les travaux de Narinder Kapani dans les années 50, qui a vraiment posé les bases. Et enfin, le moment décisif, le calcul purement théorique de Charles Kao en 1965, qui a permis de résoudre le problème de la distance. Chaque étape est une avancée humaine, documentée pas à pas. Parlons maintenant des matériaux. Le mythe sans doute le plus tenace de Roswell, c'est celui de ce tissu. Un tissu qui serait indestructible, auto-réparant et qui viendrait des combinaisons de vol des occupants de l'appareil. Excellente question, parce qu'elle met le doigt sur une confusion très très fréquente. Ce récit unique, en fait, il mélange deux technologies qui n'ont rien à voir. D'un côté, on a les fibres à très haute ténacité, comme le Kevlar, et de l'autre, les alliages à mémoire de forme, comme le nitinol. Pour y voir clair, il faut vraiment les regarder séparément. L'histoire du Kevlar ne commence pas dans le désert du Nouveau-Mexique. Elle commence dans un laboratoire de l'entreprise DuPont au milieu des années 60. Et le contexte, ce n'est pas un crash d'OVNI, c'est la crise pétrolière. On avait désespérément besoin de pneus plus légers qui consommeraient moins de carburant. Et sa découverte, c'est une véritable histoire de persévérance. Une chimiste travaillait sur une nouvelle solution de polymère, mais contre toute attente, elle a obtenu un liquide bizarre, opaque, fluide. Bref, tout ce qui ressemble à une expérience ratée. On lui a dit de tout jeter. Le technicien qui s'occupait de la machine à filer a même refusé de l'utiliser. Il avait peur de tout casser. Mais elle a insisté. Et de cette solution qui devait finir à la poubelle, est sortie une fibre d'une résistance incroyable, 5 fois plus résistante que l'acier. Le nom de cette chimiste était Stephanie Kwolek. Cette phrase de Stephanie Kwolek elle-même montre la véritable finalité de son invention. Une récompense profondément humaine, pleine d'émotions. On est à des années-lumière du récit froid et impersonnel d'un simple cadeau technologique venu d'ailleurs. Pour ce qui est du métal qui se souvient de sa forme, l'effet physique lui-même, les métallurgistes le connaissaient déjà 15 ans avant Roswell. La découverte du nitinol, qui est l'alliage le plus célèbre, c'est encore une autre histoire de recherche ciblée avec une bonne dose de chance. Aucune intervention extérieure là non plus. L'histoire du moment Eureka est presque une comédie.
On est en 1961, dans une réunion au laboratoire naval. Un scientifique présente une petite lamelle de ce nouvel alliage de nickel-titane. Il l'avait pliée en accordéon et la faisait passer de main en main. L'un des directeurs, un fumeur de pipe, sort son briquet pour mieux voir. Il approche la flamme de la lamelle et là, à la surprise générale, la lamelle se redresse d'un coup, violemment, pour reprendre sa forme d'origine. La propriété la plus spectaculaire du nitinol n'a pas été trouvée en étudiant un débris. Elle a été découverte par accident avec la flamme d'un briquet. Notre dernière analyse nous amène à la technologie la plus extraterrestre en apparence, la furtivité. L'avion furtif, avec ses angles étranges, non naturels, on dirait qu'il défie toute logique aéronautique connue. C'est vrai, la silhouette du F-117 a l'air de venir d'un autre monde, mais la clé de son invisibilité radar, on ne la trouve pas dans un morceau de carlingue écrasé. On la trouve dans les pages d'un article de recherche, un article obscur, théorique, publié de l'autre côté du rideau de fer. Le voilà, le vrai secret. Ce n'est pas un matériau, ce sont des maths. Les équations de ce physicien, Piotr Ufimtsev, permettaient pour la toute première fois de calculer précisément comment les ondes radar rebondissaient sur les arêtes d'une forme plate. Les soviétiques eux-mêmes avaient trouvé que ça n'avait aucun intérêt militaire. Mais des ingénieurs américains, eux, y ont vu la recette pour créer une forme qui ne renverrait quasiment aucun écho radar. C'est Ben Rich lui-même, le patron du légendaire programme Skunkworks de Lockheed, qui appelait le papier du Filmsoft la pierre de Rosette. La furtivité n'a pas été copiée, elle a été calculée. Et cette chronologie le montre bien, le processus a été long, difficile. Ça a commencé avec le Project Harvey, nommé d'après un film sur un lapin invisible, jusqu'au premier modèle en bois, qu'ils ont surnommé le diamant désespéré, parce qu'il était tellement instable qu'il pouvait à peine voler. Le chemin a été tout sauf un simple transfert de technologie. Cette anecdote dit tout. Pendant un test sur un pylône, la forme était si parfaite que le modèle en bois était devenu complètement invisible au radar. L'opérateur a cru qu'il était tombé, jusqu'à ce qu'un petit oiseau vienne se poser dessus. Et là, l'oiseau, lui, est apparu comme un point brillant sur l'écran. C'est ça la réalité de l'expérimentation, un mélange d'essais, d'erreurs et de moments totalement imprévus. On se retrouve donc avec deux histoires radicalement opposées. La première, c'est celle d'une technologie parfaite, livrée clé en main depuis des étoiles. C'est une histoire propre, sans effort, presque stérile. La seconde est beaucoup plus désordonnée. C'est une histoire d'accident heureux, de persévérance face à l'échec, de créativité qui naît de la contrainte. C'est la réalité de l'innovation humaine. Ce qui nous amène à la question finale. Qu'est-ce qui relève vraiment du miracle ? Le fait de recevoir une réponse parfaite venue d'ailleurs, ou bien le fait que des esprits humains, par leur travail acharné, leur curiosité et parfois leur simple obstination, soient capables de transformer une solution destinée à la poubelle, un article de maths que personne ne lisait ou un accident de briquet, en technologies qui redéfinissent notre monde. Le véritable miracle, au fond, c'est peut-être la persévérance de l'ingéniosité humaine.